Ladies and gentlemen, please welcome back John Quelch. Et voici de nouveau John Quelch. Bon après-midi à tous. Et bravo d'être encore là. J'admire votre résistance. J'espère que nous arriverons à avoir une aussi bonne qualité dans la discussion que nous allons avoir avec les 4 experts. Le thème que nous allons voir, c'est regarder comment on peut alimenter le développement économique des pays africains, notamment le Gabon, grâce au pétrole. Pour faire cela, nous allons faire venir le président directeur général de la Société du pétrole au Gabon, Serge Toulé-Kima, PDG de Gabon Oil, qui avait travaillé avant auprès de Chevron. Il va commencer et il va nous parler de sa stratégie au Gabon pour transformer les revenus de pétrole en revenus durables. Merci, John. Je voudrais citer 3 points clés en ce qui concerne la transformation. Le premier, ça a déjà été discuté ici. Il faut être sûr que les gouvernements mettent en place un environnement légal qui permette l'investissement. Nous avons maintenant de bonnes lois. Le deuxième problème est la difficulté de faire venir les investisseurs. Deuxièmement, nous sommes dans un contexte de compétition, de concurrence. Donc, il faut que vous soyez le plus beau. Puis, je veux dire qu'on a parlé des infrastructures. L'infrastructure fait vraiment la différence, particulièrement dans l'industrie pétrolière et gazière. Si vous avez un réseau de pipelines, eh bien c'est ça qui va vous faire la différence entre traiter simplement le pétrole et le gaz ou d'être capable de l'emmener directement sur les marchés. Pour nous, dans cette activité, le capital humain fait aussi la différence entre faire la découverte d'un gisement ou aller plus loin dans ces projets. Si vous avez une bonne équipe de géologistes et d'interpréteurs sismiques, c'est ça qui fera la différence. J'ai parlé de ces points déjà. On a parlé d'infrastructure, on a parlé de capital humain, on a parlé de mise en place des législations, mais finalement, on voit toujours des exemples où la transformation ne se passe pas. Pourquoi? Pourquoi est-ce que dans certains cas, nous n'arrivons pas à transformer ces ressources naturelles? Eh bien, prenons Singapour. C'est un pays qui ne produit pas de pétrole et de gaz. Et pourtant, ils font beaucoup de transformations. Et je pense que l'ingrédient clé qui manque est la discipline. Vous pouvez avoir toute la législation que vous voulez, vous pouvez avoir toute la connaissance que vous voulez, toutes les infrastructures, les grandes usines, mais tant que vous n'avez pas mis en place la connaissance, eh bien, ça ne marche pas. Et pour faire ça, il faut de la discipline. Mais qu'est-ce que vous voulez dire là par discipline? C'est un sujet très abstrait, ça. Mais non, pas du tout. Pour moi, c'est une connaissance, une reconnaissance du fait que il faut que ce que je fais, je le fais au mieux dans la mise en œuvre, de telle façon que ce que je fais, je le fais, et bien, et je sais ce que je fais. Et jusqu'à ce que je sois capable d'avoir cet esprit de connaissance appliquée, alors, vous construisez l'infrastructure, vous avez le capital humain, mais si vous n'avez pas cette discipline, eh bien, il n'est pas évident que vous réussissiez. Je vois que le temps passe, donc je vais maintenant passer la parole à notre interlocuteur. Oui, merci beaucoup. Que pensez-vous que sont les 2 ou 3 choses qui sont les plus difficiles
dans votre rôle actuel? Les 2 ou 3 choses vraiment qui sont chronophages. Oui, eh bien, depuis 2001, ce qui est difficile, c'est de trouver des bonnes personnes, les bonnes personnes. Ça c'est dur. Et c'est pourquoi je parlais de capital humain. Où est-ce que je vais pouvoir trouver les bons ingénieurs? Où est-ce que je vais pouvoir trouver les bons financiers, les bonnes ressources, les bons professionnels des ressources humaines? Où trouver les gens? Deuxièmement, dans toute nouvelle entreprise, comment vous faites en sorte que toutes ces personnes travaillent correctement ensemble? Parce que tout le monde doit avoir le même état d'esprit et le même but pour aller dans la même direction. Voilà, c'est ça qui sont les 2 choses les plus difficiles. Donc, on va maintenant se tourner vers Ismaël. Monsieur Ismaël est vice-président de Petromask en Malaisie. Et je voudrais vous demander de nous parler, s'il vous plaît, du voyage de Petronas et du parcours accompli au cours des 40 dernières années. Et que pensez-vous, quelles sont les leçons dont le Gabon et l'Afrique pourraient retirer de votre expérience? Eh bien, ce que je vais partager, c'est notre expérience au cours de ces 4 décennies. 74, c'est en 1974 que nous avons été créés avec 10 millions de dollars d'investissement dans le capital. Et 40 ans plus tard, nous voilà avec 46 000 employés. Et nous avons des revenus de 100 millions de dollars de revenus. Et nous sommes le 15e business le plus profitable dans le monde. Donc, Petronas, aujourd'hui, nous sommes dans cette position unique de voir le monde entier. Donc, juste pour clarifier, donc c'est la National Oil Company. Et nous sommes également une société pétrolifère indépendante dans le monde entier. Et la chose la plus importante pour nous, c'est comment est-ce que nous pouvons ajouter une valeur maximale au pétrole et au gaz. Donc ça, c'est vraiment quelque chose sur j'aimerais focaliser. Donc les 3 choses les plus importantes, c'est tout d'abord, il faut investir dans l'environnement. Ça, c'est clé. Il faut attirer l'investissement en termes de fonds, de talents et de capacités. Et donc, ça va permettre aux activités vraiment de se développer. Mais ce qui est plus important encore, en fait, c'est comment est-ce que nous pouvons, à partir de cette industrie de croissance, aller au-delà des attentes. Ce que nous devons apprendre, c'est que si nous nous focalisons sur les extractions seules, ça se faisait déjà dans la création de Petronas. L'économie peut bénéficier, bien sûr, de l'extraction, mais ce n'est pas robuste, ce n'est pas quelque chose de durable. Donc, Petronas a créé au fil des années le business downstream. On a commencé avec le PNG, le LNG, le gaz liquide. Et on est le 2e plus grand au monde. Maintenant, on va aux raffineries et on a un demi-million de barils de pétrole. Et aujourd'hui, nous avons vraiment grandi à ce niveau-là. Donc, le 2e élément le plus important que j'aimerais souligner, et c'est vraiment très important au niveau de la durabilité, c'est la capacité de se développer. Nous avons toujours cru, nous sommes toujours demandé comment pouvons-nous développer les capacités locales. Et c'est très important, plus nous créons des capacités et des ressources dans les pays et au niveau local, ça devient un catalyste pour la croissance, pour aller plus loin encore. Ça crée déjà de l'emploi durable dans les pays, mais ça crée également des sociétés qui peuvent évoluer dans le monde entier. On a vu ça en Malaisie et au Turkménistan et même en Iran. Et c'est vraiment très bien pour nous de voir des sociétés avec lesquelles nous travaillons pendant longtemps sont devenues vraiment des acteurs sur le plan mondial, sur le plan global. Et le 3e
élément que j'aimerais souligner, c'est nous ne pouvons pas, et j'insiste là-dessus, nous ne pouvons pas ignorer les éléments de l'économie sociale. Pas du tout. Nous sommes persuadés que l'éducation est cruciale. Nous croyons à la formation depuis nos débuts. Nous avons toujours voulu investir dans l'éducation. Nous avons toujours investi énormément dans l'éducation. Et c'est vraiment c'est quelque chose de très actif pour nous. C'est vraiment très important. C'est nous assurer que tout d'abord, nous avons l'éducation. Nous avons notre propre université, par exemple, notre propre faculté. Donc, nous générons des diplômés, une nouvelle génération de ressources humaines, de personnes qui ont le savoir-faire. Nous avons également un grand nombre de centres de formation. Et un de ces centres de formation, justement, et créer nos dirigeants. Donc, comment est-ce que nous pouvons amener une personne à vraiment prendre des rôles de responsabilité? Donc, nous avons ce centre où nous créons où nous investissons dans les responsables. Et nous investissons également dans les développements EcoStart. Nous avons réellement créé un parc d'amusement pour les opérateurs et et nous pensons qu'en les faisant passer par ce programme, par les installations que nous fournissons, ça peut accélérer le développement de nos employés. Aujourd'hui, nous avons plus de 25 000 personnels techniques. Nous avons formé plus de 25 000 personnes. Et pas seulement en Malaisie, où que nous allions, nous mettons en place les programmes de formation pour vraiment nous assurer que tout le monde est au niveau. Donc, quelle sorte de leadership avez-vous besoin dans une société nationale de pétrole? Et quelle sorte de leadership politique avez-vous besoin dans les pays en question pour vraiment réussir ce que vous avez réussi en Malaisie? Je crois qu'en termes de leadership, ce qui est important, c'est que ce soit focalisé sur la discipline et vraiment faire attention à ce que nous voulons, là où nous voulons aller, aux objectifs, et vraiment bien le mettre en place et bien le vendre. Les leaders doivent aussi faciliter le fait de créer un environnement dans lequel les employés peuvent prospérer. Tous les processus, tous les systèmes doivent être en ligne pour que cela arrive. Plus ces facteurs sont alignés, plus ces facteurs vont être facilités, plus nous pouvons aller rapidement, plus nous pouvons être rapides dans notre expérience. Plus le leadership croit fermement en le fait d'atteindre cet objectif-là, d'atteindre l'excellence, plus les parties prenantes vont être alignées dans cet objectif-là et le plus rapidement nous arriverons à notre objectif. Et finalement, quelle est la vision pour Petronas à l'avenir? Quelle est la vision pour cette société nationale à l'horizon 2020-2030? Eh bien, la vision que nous avons a toujours été la même, en fait, depuis notre création. Nous sommes déjà en bonne voie pour atteindre cette vision. Nous voulons vraiment développer notre société et nous sommes arrivés au rang de numéro 6, numéro 7 dans le monde et nous continuons à croître, à grandir et nous allons continuer à grandir globalement et donc vraiment nous voulons continuer à vraiment être un des grands joueurs sur le plan mondial. Donc de Total maintenant. Total qui est vraiment bien représenté. Donc Guy Maurice, vous êtes vraiment bien installé ici. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de Total, de votre expérience ici au Gabon et ailleurs en Afrique? Merci John. Donc la question dont on parle aujourd'hui, c'est transformer, alimenter le développement économique grâce au pétrole. Et j'aimerais partager un peu de notre expérience au travers de l'Afrique tout entière. Tout d'abord, il faut comprendre que travailler avec les sociétés nationales
de pétrole pour Total, c'est vraiment au centre de ce que nous faisons. Moi, ça fait plus de 30 ans que je travaille avec ces sociétés d'exploitation nationale. Et ce qui est intéressant, c'est que nous coopérons vraiment avec toute la palette des sociétés. Il y en a parmi ces sociétés qui sont dans des pays qui sont de grands opérateurs. Et il y en a qui ne sont que partenaires, il y en a qui ne sont petits associés, il y en a qui sont législateurs, qui sont régulateurs. Et il y en a il y a des sociétés qui sont des acteurs internationaux, comme nos amis de Petronas, avec qui nous sommes partenaires en Mozambique. Je crois que c'est important de le souligner, parce que quand, à la fin, vous allez voir avec ma conclusion, je pense qu'après toutes ces années d'expérience, il y a des leçons que nous avons pu tirer. Et Total en Afrique, vous avez absolument raison, nous sommes des joueurs clés, et ça fait en fait plus de 80 ans que nous sommes en Afrique. Et comme vous l'avez dit, nous sommes vraiment clé. Nous sommes le plus grand producteur sur le offshore au large en Afrique, en eau profonde. Et notre histoire, en fait, c'est un peu se confond avec l'histoire d'Afrique. Nous avons développé notre activité en ligne avec l'Afrique, et nous avons des activités. Nous sommes présents dans 16 pays, bien sûr dans les 4 traditionnels, Gabon, Congo, Nigeria et Angola. Et bien sûr de nouveaux pays aussi, de nouveaux marchés. Nous n'allons pas oublier, il ne faut pas oublier un aspect crucial, parce que c'est vraiment lié avec notre connaissance profonde des pays dans lesquels nous travaillons, c'est que nous sommes la seule société nationale de pétrole qui continuons à maintenir, développer et faire croître notre activité de détaillant. Nous avons des stations essence dans 43 pays, et ça représente plus ou moins 15% du marché global en Afrique. Et donc, nous sommes vraiment des grands participants, et nous voyons nous avons l'impression d'avoir vraiment une responsabilité sur le développement du long terme en Afrique. Donc, quand on parle de développement, je crois qu'il y a vraiment 2 aspects qui se présentent spontanément à l'esprit. C'est le contenu local, c'est le premier aspect, et les activités liées. Donc les activités liées, les activités annexes, il est clair que là où c'est possible, nous allons en tant qu'opérateurs encourager, faciliter toutes les activités qui sont liées à nos activités propres. Nous avons le gaz, par exemple, donc si c'est possible et si c'est économique, on peut soutenir le développement de fertilisants, par exemple. Ça a été fait dans certains cas. Et j'aimerais aussi partager une autre expérience. C'est tout d'abord, nous devons tous reconnaître ici, et ça, il n'y a aucun doute là-dessus, on l'a dit hier, on l'a entendu dire, je crois que c'est Carlos Lopez qui l'a dit hier, que nous sommes une industrie qui est vraiment focalisée sur le capital. Nous ne créons pas vraiment d'emplois, on en crée certains, mais pas au niveau des attentes des pays. En même temps, il est bien sûr légitime pour tout pays où nous opérons de s'attendre à qu'il y ait un impact immédiat de nos opérations sur les projets de développement. Vous pouvez bien imaginer que lorsque nous lançons un développement d'un projet qui fait 10 ou 15 milliards de dollars, les pays, et je ne parle pas seulement des gouvernements, je parle des communautés, je parle des OGN, des communautés, tout le monde attend quelque chose, un impact immédiat. Et le troisième élément, c'est que par définition, un projet a un début, mais également une fin. Donc ça, c'est clair. Donc ça signifie que tout contractant local qui n'est pas d'une grande taille devra faire face à une demande très forte sur une période courte, rétrécie, et il est presque impossible pour tout investisseur local de développer l'infrastructure, les ressources humaines, les formations dans une période très courte, sachant qu'il n'y aura rien le jour où ça s'arrêtera. Un autre facteur qu'il faut garder présent à l'esprit, et ça je l'ai vu au cours donc des 3 dernières décennies, c'est que les pays qui n'ont pas été préparés à faire face à ce style de développement massif peuvent être non pas déstabilisés, mais ça peut introduire un certain niveau de déstabilisation au niveau social et économique en créant une distorsion très simple. Bien sûr, le niveau de salaire dans notre industrie, c'est bien plus attrayant que, disons, dans le secteur agricole. Donc, à la fin de ces processus de grand développement, on peut voir peu de création d'emplois par l'industrie et un niveau de chômage
parce que les gens qui sont rationnels peuvent se dire mais moi je préfère travailler en tant que gardien dans ce secteur-là pendant un certain temps, et le jour où le projet s'arrête, on fait face à des difficultés. Et donc, dans ces conditions, il nous faut vraiment adopter une approche qui est progressive, où les sociétés locales peuvent augmenter leurs capacités petit à petit. Ça doit être basé sur nos opérations de routine et un point où ils seront capables donc de faire face et d'absorber à ce type d'événement. Et un dernier élément que j'aimerais partager ici, c'est que last and not least, il ne faut jamais oublier qu'on est un monde ouvert et qu'il y a vraiment beaucoup de compétition, de concurrence pour les capitaux et pour attirer des fonds pour les investissements. Et bien sûr, l'Afrique n'est pas exempte de cette compétition. Donc, de telles activités, localement, il ne faut pas que les opérations qu'on met en place génèrent et que ça soit source de délai. Donc, il faut vraiment avoir un succès avec ces projets. Donc, il faut prendre en ligne de compte toutes ces contraintes qui peuvent exister. Je pense que c'est le rôle tant des gouvernements que des sociétés au début pour attirer, si possible, un flux continu des bons investissements. Et quand je dis bons investissements, c'est important parce que c'est essentiel, ces investissements, pour qu'ils soient bons, qu'il faut qu'ils soient compétitifs, il faut qu'ils soient stables et qu'il faut qu'il y ait la sécurité aussi. Mais donc ces trois éléments-là sont très importants. Je crois que j'ai parlé trop longuement déjà. Alors, est-ce que je peux vous poser tout rapidement une question pour suivre? C'est est-ce que vous pensez que, au fur et à mesure que le PNB de l'Afrique grandit et croît et a doublé au cours des 10 dernières années, est-ce que vous pensez qu'il y a une opportunité pour les nations africaines de captiver plus de la chaîne de valeur et de garder plus de cette chaîne de valeur au sein de l'Afrique? Et si oui, comment est-ce que c'est possible? Comment est-ce qu'ils devraient s'y prendre? Oui, absolument, oui, je le crois. Et ça, j'en ai parlé souvent avec mes confrères dans les autorités. C'est une condition très importante là-dessus. Il faut la stabilité. Et ça, c'est la première condition. Et l'autre qui est tout aussi importante, c'est qu'il faut vraiment se concentrer sur un ou deux secteurs clés et pas vraiment se disperser. La dispersion, c'est le risque qu'on voit dans certains pays. Ça arrive, ils disent oui, il faut faire 10% de ça, 20% de ça. Et en fin de compte, on ne crée pas, en faisant ça, les capacités d'excellence qu'il faut pour être compétitif. Pas être compétitif seulement dans le pays, mais à l'échelle mondiale. Il n'y a pas de raison que pour ce qui était accompli en Corée du Sud ne puisse pas être accompli en Angola, au Nigeria ou ailleurs. Et donc, moi, ce que j'ai dit, il faut se concentrer dans un secteur, il faut qu'il y ait la stabilité, il faut qu'il y ait les connaissances, le savoir-faire. Donc, il faut qu'il y ait une société nationale de pétrole. Il y en a qui font des chemins superbes, tel Petronas. Est-ce que je peux demander à Serge si ça fait partie de votre plan stratégique de captiver plus de la chaîne de valeur de ce que vous produisez au sein du Gabon? Merci, John, pour cette question. La société pour laquelle je travaille actuellement est normalement une société totalement intégrée, donc de upstream jusqu'à downstream, et de prendre toute la chaîne. Et si on regarde les revenus des grosses sociétés, 75 à 90% vient du upstream. Donc maintenant, nous nous concentrons vraiment sur l'upstream. Mais à terme, nous allons vraiment nous concentrer aussi et passer au downstream. Et ça, vous l'avez vu hier, quand nous avons signé ce contrat ici sur scène avec Samsung pour la raffinerie. Nous mettons également en place cela, des projets marketing. Donc, exporter l'hydrocarbone, comme nous le faisons aujourd'hui, c'est quelque chose que nous allons développer lentement et dont nous allons nous éloigner petit à petit avec en particulier la nouvelle raffinerie qui arrive. Donc, c'est un des objectifs et nous allons y arriver, je vous assure. Donc, finalement, c'est Andrew Miller qui va nous parler. Et Andrew Miller travaille pour Ernst & Young, mais il travaille aussi comme le leader fiscal pour
le Global Mining and Services Industry Group. Donc, Andrew, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être à quel point c'est important d'avoir les bons régimes fiscaux pour que les pays africains puissent attirer plus de valeur et garder plus de valeur ajoutée dans leurs pays respectifs? Oui, absolument. Oui, merci, merci. Je travaille également pas mal dans le secteur pétrolifère et dans le développement des ressources naturelles upstream. Donc, permettez-moi de commencer tout d'abord en disant qu'il y a une vaste question qui a été ouverte. Là, je vois à ma gauche et à ma droite des entreprises nationales et également une société privée. Et la question qu'on peut se poser, c'est quel est le meilleur régime? Est-ce que c'est mieux d'avoir une société qui appartient à l'État? Eh bien, McKinsey a fait une étude en décembre dernier. Les données paraissent très claires, mais en fait, c'est pas clair. Il n'y a pas vraiment une réponse. Il n'y a pas une réponse claire. Donc, est-ce que les sociétés nationales peuvent effectivement être des concurrentes sur le marché, mais également les sociétés privées peuvent l'être aussi. Donc, la bonne nouvelle, c'est que quelle que soit la manière dont vous opérez, ça va bien se passer. Il ne faut pas penser à ce que vous allez faire mais pensez à comment vous allez le faire. Et je crois, Serge, c'est exactement ce que vous disiez. Mais je veux aussi aborder brièvement ici les régimes fiscaux. Et il y a un papier de recherche qui a été publié par l'IMF en 2012 qui a abordé la question des régimes fiscaux pour les pays riches en ressources. Et là-dedans, dans ce papier, il décrivait 3 taxes basiques. Et un des points qu'il soulignait, c'était que pratiquement toutes les nations riches en ressources devraient avoir une forme de taxe sur les super profits. Et ça, je crois vraiment que c'est pas bon en fait, parce que cette recherche existe, mais je pense pas que c'est bon. Ce n'est pas bon sur le long terme pour ces pays riches en ressources. Ce qu'on voit de multiples fois. Alors, donc, qu'est-ce que c'est cette taxe sur les super profits? C'est basé sur l'idée que aussi longtemps que le développeur a un retour, le retour qu'il demande, qu'il attend sur son capital, que l'État peut taxer tout ce qui va au-dessus de ça. Alors la question est, quel est le retour approprié? Le retour sur investissement, ce qu'on a vu à de multiples fois. Ils ont adopté ça dans les années 80 aux États-Unis et je crois que Mike me le confirme, la MMRT va maintenant, ils vont l'arrêter en Australie aussi. Ça ne marche pas, c'est un mauvais régime, ça accroît les coûts, ça accroît le niveau de risque et puis ça fait fuir les investissements directs étrangers. Et donc, c'est ce que je voulais dire sur l'IMF et les politiques fiscales. Les politiques fiscales peuvent prendre de nombreuses formes et la manière dont vous taxez les ressources. Mais il y a 3 principes pour guider ça et je vais partager avec vous. Je pense que c'est les plus importants en termes de taxes fiscales. Et Serge, vous aviez tout à fait raison dans vos commentaires lorsque vous avez dit il y a la situation législative. Il faut vraiment qu'il y ait une stabilité. Il faut que les règles et les lois puissent être appliquées et qu'elles soient appliquées de façon uniforme et de manière transparente. Ça, c'est vraiment critique. C'est critique pour attirer les investissements étrangers et permettre et vraiment que les investisseurs privés puissent vraiment avoir une confiance en ce qu'ils vont faire et qu'ils entrent en partenariat avec les sociétés nationales et ce sur le long terme. Le second point, c'est la compétition, la concurrence. La concurrence, c'est vraiment critique. Et tous les deux, vous en avez parlé. Ce n'est pas seulement, c'est important pour les sociétés d'État d'avoir un Total, par exemple, qui soit là, qui soit en concurrence. Parce qu'au Mexique, pour donner un exemple, en automne dernier, le Mexique a changé sa constitution pour autoriser le développement privé. Et donc maintenant, il y aura donc une concurrence avec la société nationale. On a vu ça au Chili dans les années 90, quand ils ont ouvert le marché au développement privé. La productivité de la société nationale a cru de 20% en 5 ans, donc c'est significatif. Et je crois que le dernier point, c'est vraiment le talent. Et Serge, encore une fois, tu as été merveilleux là-dessus. C'est vraiment le talent qui est crucial. L'Afrique a plus de 200 millions de barils de réserves en pétrole. Donc il y en a beaucoup plus
beaucoup en Afrique du Nord, mais vous avez des réserves ici au Gabon, donc il faut vraiment faire appel aux plus grands esprits, aux personnes les plus intelligentes, à ceux qui ont le savoir-faire, parce qu'il faut vraiment maximiser ces ressources pour la population africaine. Donc il faut vraiment recruter les plus intelligents, les plus talentueux et les faire venir travailler pour vous. Et il y a d'exemples très nombreux de ça. Vous regardez l'Arabie Saoudite, Saudi Aramco a vraiment un business qui fonctionne parfaitement et qui fonctionne très bien en ayant attiré les plus grands cerveaux. Donc voilà, c'est les points que je voulais souligner. Superbe. Et donc vous avez à votre gauche quelqu'un dont c'est exactement ce dont vous venez de parler, un grand cerveau. Serge est passé de Chevron à sa position actuelle. Donc mesdames, messieurs, nous avons le temps pour 2 ou 3 questions rapides. Si vous avez encore l'énergie requise pour vous lever dans la salle et poser les questions à notre panel, une question difficile ou pas. Alors voilà, je vois des mains qui se lèvent. Oui, très rapidement, hein, si vous voulez bien, un microphone au fond. Il y a des microphones qui se promènent. Et il arrive à toute vitesse. Merci, Joseph André. Je travaille ici. Donc, je voudrais poser la question au panel. Est-ce que vous pouvez nous parler du rôle des activités downstream pour la transformation, de transformer les revenus du pétrole dans le développement? On a vu que les grandes sociétés upstream vendent leurs activités downstream parce qu'ils ne sont plus profitables. Donc, je viens d'entendre Serge dire que il met en place une société totalement intégrée de upstream à downstream. Donc, je vais demander à Guy Maurice, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Ensuite, Serge. Donc, je reconnais que c'est une question délicate en ce sens qu'il est clair que les investisseurs privés, de manière générale, ils sont retirés des activités downstream. En certains endroits, pas partout, mais en certains endroits. Par exemple, chez Total, nous avons de grandes activités, de grands niveaux d'activité downstream, mais historiquement, en Europe, les activités downstream ont baissé et on se déplace plus vers le Moyen-Orient et la Chine. Où est le marché? Où se trouve le marché? Généralement, un des grands problèmes, et c'est le cas en Afrique, c'est que le prix des produits sont régulés et il commence à être difficile de gagner de l'argent sur ces produits, c'est vrai. Donc, pour faire bref, dans ces conditions, on ne peut pas continuer sur le long terme. Oui, je comprends. Serge, vous? Oui, je crois que moi, ce que je dirais, il n'y a pas de secret là. Nous savons tous que les marges dans les produits downstream sont vraiment très petits et sont en baisse en plus. Mais en même temps, la plupart d'entre nous ici, nous avons des voitures, nous conduisons des voitures. Donc, il faut mettre de l'essence sans plomb dans votre voiture. Il faut mettre du diesel dans votre voiture. Vous ne pouvez pas prendre le pétrole dans le sol et le mettre dans votre moteur. Donc, on a besoin de ces raffineries pour vraiment convertir le pétrole en diesel et en essence sans plomb. Donc, je ne crois pas que le downstream soit condamné et va disparaître parce qu'on a besoin de ces produits dérivés pour que l'économie mondiale continue à fonctionner. Il y aura peut-être des changements au niveau de stratégie dans certaines des sociétés, comme on a vu avec ConocoPhillips, quand ils ont divisé le downstream et l'upstream. Mais généralement parlant, nous allons continuer avec une société totalement intégrée qui aura upstream et downstream. Et parce que c'est l'économie qui croît ici au Gabon, on a besoin de tous ces produits. On ne peut pas s'en passer. Donc, une question encore, si vous voulez. Une question par terre dans la salle. Oui. Alors, la dame en rouge, Lady in Red. Très rapidement, s'il vous plaît. Léa Lisiane, étudiante en master de finance à l'Institut national des sciences de gestion. Alors, je voudrais répondre à l'affirmation que M. Toulikima a faite lorsqu'il disait qu'il ne sait pas où chercher des financiers ou on va dire, des techniciens
Moi, je voudrais lui dire qu'il y a des écoles au Gabon qui forment de très bons financiers, dont l'Institut national des sciences de gestion, l'Université des sciences et techniques de Massoukou et bien d'autres. Donc, si vous cherchez de bons financiers, rapprochez-vous de l'Institut de gestion, rapprochez-vous de l'USTM, de l'UOB. Il y a des jeunes Gabonais qui sont performants et qui ont besoin de mettre leur expertise au service de leur pays. Par ailleurs, je voulais dire qu'au niveau de la formation, il faudrait peut-être, avant de mettre en œuvre un projet, financer ou alors donner des bourses à des jeunes pour qu'ils puissent être performants dans les domaines où il y a des manques. Parce que le développement d'un pays ne peut pas se faire sans les autochtones de ce pays. Peu importe l'expertise que peuvent nous apporter des étrangers. Je vous remercie. All right. Hire that lady. Hire that. Ah, il faut lui donner un boulot là tout de suite. Je crois que c'est vraiment une conclusion merveilleuse. Je ne sais pas si c'était une question, je crois que c'est plus une publicité, mais c'était une excellente publicité et qui arrive à pic et qui a été très bien articulée. Et souvent dans la vie, on pense que la solution au problème de recrutement, c'est de l'autre côté du monde qu'il faut aller les chercher les solutions, alors que juste devant nous, il y a des ressources, il y a des talents, il y a des cerveaux, il y a des capacités qui sont là, qui n'attendent que cela d'entrer en jeu. Donc je voudrais remercier le panel pour leur superbe contribution, très stimulante. Et alors qu'il commence à être tard dans l'après-midi, donc je vous remercie de vous joindre à moi pour les remercier. I am Africa.